Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de personne cette semaine. Donc c'est une émission spéciale. Rassurez-vous, je le dis tout de suite, la taverne du gamer ne change pas. Nous aurons le plaisir de nous retrouver dans le format habituel à la rentrée, avec Kira évidemment qui là est en train de profiter de notre pause estivale. Mais vous le savez, l'été, c'est l'occasion pour nous d'expérimenter un certain nombre de choses. Et donc cette émission spéciale a quelques raisons d'être. La première, c'est une annonce. Les commentaires dans Spotify sont ouverts. Donc voilà, c'est nouveau. Vous pouvez laisser un commentaire sur la plateforme Spotify. Vous pouvez commenter les épisodes, donner votre avis. On voit les commentaires, on peut les valider, on peut les liker. Enfin voilà, c'est nouveau. C'est grâce à Enzo, donc merci à lui. Et ça rend l'expérience un peu plus interactive si vous êtes sur Spotify. Donc ça fait 3 ans que ça existe et on l'active seulement que maintenant. Donc voilà. Annonce importante parce que aussi ça fonctionne un peu comme sur YouTube, hein. Plus il y a de commentaires et plus l'épisode remontera en cas de recherche. Donc voilà, en plus des 5 étoiles, c'est une bonne façon de nous soutenir en vous exprimant. Donc ça, c'est très cool. La deuxième raison d'être de cette émission, vous l'entendez peut-être, elle est technique. Donc c'est exclusivement pour moi là. Du coup, j'ai un tout nouveau setup. Donc j'ai racheté un MacBook Air, j'ai revu entièrement le setup jusqu'au logiciel. Donc avant de faire l'apprenti sorcier pendant l'émission de la rentrée, et du coup je teste tout un tas de choses grâce à cette émission. Et enfin, la dernière raison d'être de cette émission spéciale, c'est une raison éditoriale. Parce que ça permet pour nous, Kira et moi, de tester un format plus court, plus facile à sortir, plus rapide, donc qui encore une fois n'a pas vocation à remplacer le format habituel, mais dans certains cas, ça nous permettra de remplir peut-être les cases en cas d'absence, en cas de coup dur sur perso ou autre. Ça nous permet de peut-être avec agilité remplir quand même le lundi dans un format différent. Je pense notamment à moi qui pars au Japon pendant plus de 10 jours, plus de 2 semaines, fin octobre, début novembre. Du coup forcément pas d'épisode de la taverne. Donc si on peut, Kira et moi, dégainer des petits épisodes comme ça à la volée pour maintenir un lien avec vous durant la saison, nous le ferons. Et enfin, j'ai dit que c'était la dernière raison, la raison éditoriale, mais il y en a une autre évidemment, c'est se faire plaisir comme toujours. Donc là, c'est parler d'un jeu que j'aime énormément parce que ça a été mon tout premier jeu PC. Donc je vous mets, vous l'avez très certainement vu dans le nom, la vignette, etc. Il y aura une musique de fond, donc peut-être que je vais la rehausser avant d'attaquer la chronique, je ne sais pas. Mais en tout cas, le principe, c'est bien celui-ci, c'est de parler d'un jeu que l'on kiffe, que l'on ne mettrait pas d'ailleurs dans notre format peut-être habituel. Donc là, je vais parler de Wolfenstein 3D, qui est un vieux jeu PC qui a été édité, réédité, réédité, qui est trouvable un peu partout, même sur navigateur. Moi, j'y joue sous Chrome. Voilà, quand vous êtes au taf, c'est plutôt pratique. Donc je dis ça, je dis rien évidemment. Donc Wolfenstein 3D. Donc je le disais, ça a été mon premier jeu sur PC. Dans les années 90, début des années 90. Donc je me souviens, c'était sous Windows 3.11 pour ceux qui ont connu, pour les plus vieux maintenant d'entre nous, avec ces écrans cathodiques énormes de PC, avec des écrans qui vacillaient un petit peu, les doigts crispés sur les touches du clavier. Donc c'était les flèches, encore à l'époque, pour les FPS, là où maintenant c'est ZQSD. Donc je regarde mon clavier en le disant, évidemment, pas dire de bêtises. Donc jeu forcément plein de nostalgie pour moi, les disquettes. Je me rappelle de ma petite disquette bleue pour installer Wolfenstein 3D. Et donc finalement ce jeu, il est un petit peu l'aube sanglante du FPS moderne, parce qu'en plus d'être un vieux jeu nostalgique, il est très enrichissant d'un point de vue histoire et culture du jeu vidéo, parce que oui, on peut le dire, c'est un des jeux qui a contribué à la popularité du style du FPS moderne en y instaurant les codes.
Donc, je vous propose qu'on se plonge du coup dans cette aventure de Wolfenstein 3D, donc développée par ID Software, publiée par Apogee Software en 92, le 5 mai 92. Bien sûr, je n'y ai pas joué le 5 mai 92, j'avais 4 ans, ça faisait un peu jeune. J'ai joué plutôt dans les années 95-96, je pense, parce que j'avais joué avec la version complète et tout. Donc, il est l'aboutissement d'une vision collective avec des grands noms du jeu vidéo. Et donc, commençons par cela, la création, les bâtisseurs du coup de cette nouvel empire numérique qui est Wolfenstein 3D et le FPS moderne. Donc l'histoire commence, je l'ai dit, en 92, un petit peu avant du coup, puisque le jeu est sorti en 92, dans les bureaux, j'imagine un petit peu étouffants et cloisonnés de Softdisc Publishing. Donc John Carmack, très grand nom du jeu vidéo, un personnage que j'aime beaucoup, donc programmeur prodige, il avait 21 ans à l'époque, et John Romero, là aussi une personnalité que j'aime énormément, très charismatique, un game designer de talent, passionné, vraiment un génie. Il était accompagné aussi de Tom Hall, concepteur, Adrian Carmack, donc aucun lien de parenté avec John Carmack. Donc lui qui est plutôt l'artiste visuel, et on verra qu'il a joué un rôle ultra important dans Wolfenstein 3D. Et donc il forme l'équipe créative d'ID Software, il crée même le studio le 1er février 91. Et leur première réussite, et pas des moindres, a été une série Commander Keen. Je ne sais pas si vous connaissez, certainement beaucoup d'entre vous connaissent, mais ou pas du tout, mais c'était une sorte de jeu isométrique un peu décalé où on avait, au lieu d'avoir imaginé Sonic, et au lieu d'avoir Sonic, on avait un petit spationaute avec son gun. Et on parcourait les niveaux comme ça. C'est un jeu qui a beaucoup marché, qui a pas mal repoussé les limites techniques du PC et de ce qui se faisait à l'époque. Et donc ça a fait quand même connaître et monter en compétence tous ces développeurs talentueux. Sauf qu'un jour, John Romero déclare « Je ne veux plus faire une autre série de jeux parce que oui ». Ils en sont arrivés à Commander Keen 4 et j'imagine qu'au 4e volet, voilà, on s'essouffle un petit peu, on a envie de renouveau. Donc c'est avec cette équipe de se lancer dans cette idée de se lancer dans un nouveau défi que l'équipe cherche des nouvelles idées. Et donc c'est Tom Hall qui propose initialement un jeu de science-fiction à la première personne. Donc l'idée était quand même là, d'un jeu de science-fiction. Mais Romero a une idée plus ambitieuse qui est d'adopter Castle Wolfenstein en 3D. Parce que Castle Wolfenstein, c'est un jeu qui existe depuis 1981. C'est un jeu très révolutionnaire pour son époque parce que c'est un jeu d'infiltration sur Apple II. Donc créé par Silas Warner, qui s'était inspiré du film Les Canons de Navarone. Il avait conçu ce gameplay un petit peu unique qui mêlait furtivité, action, et dans ce château nazi du coup de l'époque, qui était généré aléatoirement. Donc l'utilisation du procédural à l'époque était quand même moins courant que de nos jours. Donc voilà, plutôt une idée novatrice sur ce Castle Wolfenstein. Et donc ID Software rachète cette licence pour $5 000. Donc selon les John Romero, c'était l'affaire du siècle. Il l'a contacté directement du coup Silas Warner, qui accepte de jouer les rôles d'intermédiaire avec Muse Software pour du coup récupérer les droits. Ce qui a initié du coup le lancement, l'adaptation fidèle. De base, c'était une adaptation fidèle. On verra que le jeu a été métamorphosé. Donc d'un jeu finalement, comme je vous le disais, plutôt d'infiltration au début. Et Wolfenstein 3D devait être ça, un jeu d'infiltration où on fouillait les corps, on dissimulait les cadavres des ennemis qu'on abattait, on crochetait des serrures. Mais finalement, et là on reconnaît tout le génie créatif de John Romero, il considérait que ça cassait le rythme et l'immersion de la 3D en temps réel. Parce que Wolfenstein 3D, c'est aussi cette promesse de la 3D. Donc ils ont enlevé petit à petit tous ces éléments qu'ils considéraient superflus, qui ralentissaient le rythme pour avoir le jeu qu'on connaît aujourd'hui.
Donc je vais encore citer Romero dans des interviews dont je pourrais mettre les liens peut-être, mais ce qui nous a plu chez Wolfenstein, c'est la course rapide et les tirs incroyablement violents. Et c'est en effet les deux marqueurs très forts du concept d'ailleurs qu'il disait lui-même Mao Don Nazis, donc faucher des nazis quoi. On va pas bouder notre plaisir évidemment, donc c'est une évocation qui renvoie évidemment à la violence de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et aussi par le terme faucher, il y a cette idée de le faire rapidement avec frénésie, et ça constitue évidemment le cœur le sel du jeu. Donc John Carmack se concentre sur l'optimisation vraiment technique du titre, en portant leur moteur Catacomb 3D. Partant de leur moteur Catacomb 3D, ils développent du coup l'ID Tech 0. Donc c'est une technique de raycasting qui révolutionne vraiment l'affichage de la 3D à l'époque. Donc contrairement à notre ray tracing moderne, on n'est pas du tout sur les mêmes techniques évidemment, mais le raycasting de Carmack tire parti des limitations. Donc les murs sont perpendiculaires, les hauteurs sont uniformes, les sols et les plafonds sont des aplats seulement colorés. En fait, c'est énormément de simplicité dans la technique de conception du jeu, ce qui permet d'économiser énormément de ressources et d'atteindre finalement le côté ultra fluide et frénétique que l'on connaît à Wolfenstein 3D. Pour la partie créative, et pas des moindres, donc c'est Adrian Carmack, comme je le dis, aucun lien avec John Carmack, c'est rigolo. Lui supervise la direction artistique du titre. Il dessine les sprites à la main. Il représente les soldats de l'époque, les méchants, sous 8 angles différents, donnant vie vraiment à l'univers. C'est ce qui a beaucoup marqué d'ailleurs à l'époque. Et Bobby Prince compose une bande-son que je trouve magistrale encore aujourd'hui. Ça fait partie des bandes-son d'époque que je préfère, c'est pour ça que vous l'entendrez en fond, qui mélange des marches militaires détournées, des compositions originales, et surtout il y a des samples de voix qui ont vraiment marqué l'époque. Donc quand tuer les ennemis, ils avaient des cris, ils disaient des choses quand on les quand on les abattait, ça marquait vraiment l'esprit. Au-delà du génie technique de l'époque, il y avait aussi cette immersion incroyable qui a fait que c'était vraiment un jeu très complet. Donc Tom Hall conçoit lui la partie les niveaux. En utilisant d'ailleurs une version modifiée de l'éditeur DD de Commander Keen, donc ils sont partis de leur base technique qu'ils avaient à l'époque évidemment, et sa capacité à créer des niveaux. À créer un niveau par jour impressionne Scott Miller d'Apogee, qui le persuade de développer du coup 6 épisodes au lieu de 3 initialement, parce que les jeux étaient souvent sous épisodes à cette époque, avec le système de shareware, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais le développement commence du coup officiellement le 15 décembre 91 et ne dure que 4 mois. C'est pour ça que je vous dis que c'était saisissant l'agilité de Tom Hall pour développer les niveaux. Et donc je cite, Wolfenstein était la première fois que nous pouvions dire nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire un jeu, explique Romero, parce qu'avant cela, ID Software produisait un jeu tous les 2 mois. Et ce luxe de 4 mois leur permettait d'atteindre un niveau de polish inédit, alors que pour nous aujourd'hui, dans notre prisme, sortir un jeu en 4 mois, c'est ahurissant. Et donc là, ils ont sorti un mastodonte du jeu vidéo en 4 mois, et ils considéraient qu'ils étaient dans le luxe. Donc ça, je trouve ça assez fou, j'adore cette anecdote. Et donc la fusion de tous ces talents, parce que c'est vraiment ça que je trouve avec Wolfenstein, comme tous les murs de briques qu'on voit dans le jeu, ça a été chacun a apporté sa pierre, chacun a son expertise, son génie créatif. Et donc la technique de Carmack, ça on lui enlèvera jamais, la vision de Romero, qui a apporté ce côté hyper fluide, dynamique. La conception de Tom Hall, on l'a vu, il a permis de développer le jeu, les niveaux absolument géniaux d'ailleurs, en un temps record. Adrian Carmack sur la partie immersion artistique et les musiques iconiques de Prince que moi j'adore par-dessus tout. Et cet ensemble
a été du coup la genèse de Wolfenstein 3D, réinventant vraiment les jeux d'action du genre. Pour l'univers. Donc un théâtre vraiment d'horreur, parce que Wolfenstein 3D nous plonge dans les pires moments de notre histoire contemporaine et européenne. Donc 20e siècle, avec... Ils abordent ces thèmes-là avec finalement une simplicité déconcertante, hein, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Mais on joue un espion, ils ont quand même gardé la partie espionnage pour le personnage principal, donc William Joseph Beiji Blachowicz. Donc je ne parle pas polonais, donc navré, hein, l'accent est horrible, mais il est polonais du coup dans la résistance du Troisième Reich, enfin contre évidemment cette dictature. Son patronyme n'est pas choisi par hasard parce qu'il incarne l'Amérique immigrée du coup face à la purification ethnique de l'époque. Donc l'histoire, je le disais, c'est 6 épisodes du coup, 2 trilogies. Donc les 3 premiers épisodes, c'est Escape from Castle Wolfenstein. Après, c'est Opération Eisenfaust et Die Führer Die. Donc ça nous fait progresser vraiment de l'évasion. Escape from Castle Wolfenstein, où il était détenu. On sort d'ailleurs d'une prison dès le premier niveau pour affronter H. en fin de 3e épisode, donc Die Führer Die, qui était transformé d'ailleurs pour l'occasion en cyborg armé de 4 mitrailleuses lourdes. Donc autant dire que voilà, il y avait de quoi faire. Et la seconde trilogie, The Nocturnal Missions, explore cette fois-ci les préparatifs d'une guerre chimique. Donc c'est un peu plus barré, c'est moins terre à terre que la première trilogie, mais vraiment, vraiment très cool. Et c'est plutôt une préquelle, du coup, puisque dans Die Führer Die, on abat la pire des menaces. Donc, vous en doutez, hein, et si vous connaissez, il y a tout le bestiaire qui va avec, un bestiaire de la barbarie, avec des antagonistes surtout pour les boss assez archétypaux qui sont très très drôles, parce que je trouve qu'il y a ce côté vraiment quand même très décalé, hein. C'est pas un jeu qui se prend au sérieux, jamais. Donc on a les officiers méchants de l'époque, les bergers allemands, les chiens d'attaque, qui sont des animaux absolument incroyables, hein, de nos jours évidemment. J'adore cette race de chiens. Les boss, je le disais, voilà, on a toute l'horreur de l'époque. Donc Heinz Gross, un gardien de prison aux proportions absolument titanesques. Dr Scabs, un savant fou créateur de mutants. Et H, hein, dans son exosquelette militarisé, effroyable comme il l'était. Donc chacun représente à sa manière la facette de ce régime, hein, la brutalité, la perversion scientifique et le fanatisme extrême, suprême. Et tout ça nimbé dans une esthétique pour l'époque assez violente, hein. L'identité visuelle de Wolfenstein contraste vraiment entre la simplicité technique, c'est à l'os, c'est épuré, et en même temps un impact émotionnel très fort, parce que ce sont des thèmes très lourds, dramatiques, la musique qui enrobe tout ça, les textures murales très répétitives mais super efficaces. Donc il y a les pierres grises sur les murs de prison, il y a les aigles impériaux, il y a les portraits, voilà. Il y a toute une symbolique évidemment autour du thème de la Seconde Guerre mondiale, et un côté très claustrophobique, si je puis dire, qui contribue vraiment à l'immersion et au côté un peu, allez, ce serait galvaudé de dire survival horror, parce qu'il n'y a pas cette notion de fragilité en soi du personnage, à part si on joue en très difficile. Mais tout de même, il y a ce côté un peu claustrophobique et danger qui est en toile de fond, est vraiment, vraiment très appréciable. Et donc cette violence graphique, qui pour nous aujourd'hui est une bouillie de pixels assez infâme, mais pour l'époque, absolument révolutionnaire. J'en parlais, les cris des ennemis quand ils sont touchés, les flaques de sang sur les ennemis quand ils gisent au sol, les armes qui tonnent. Moi, je me souviens encore du bruit des armes, c'est pour dire. Et Bobby Prince, qui a poussé le détail jusqu'à enregistrer des phrases en allemand qui donnent vraiment une authenticité à ces soldats ennemis de l'époque.
on entendait ces voix un peu digitalisées en fond et c'était saisissant. Donc l'univers de Wolfenstein fonctionne avec ce catalogue de références pop culture un petit peu détourné. Donc comme je disais, les portraits des affiches au mur, ça fait penser au dictateur de Chaplin. Les uniformes au canon de Navarone, on sait que c'est une inspiration. L'architecture souterraine, ça fait penser évidemment aux films de guerre hollywoodiens des années 60, très bunkerisés, etc. Donc cette esthétique film de guerre un petit peu interactif a vraiment fait le succès du jeu, au-delà de l'aspect gameplay. C'est pour ça qu'on se disait que c'était vraiment le conglomérat de tous les talents qu'il y avait dans cette équipe. Et en 92, donc les joueurs PC qui sont plutôt habitués à des jeux de stratégie complexes, on tirait vraiment parti du format PC pour utiliser le clavier, tout un tas de fonctionnalités. Là, on se retrouvait avec un film d'action finalement émotionnel mais débridé, et d'une simplicité incroyable, et surtout d'une efficacité folle, et c'est ça qu'on peut accorder à Romero, cette efficacité. Donc l'équipe d'ID Software avait initialement envisagé d'inclure des références autres sur les atrocités qu'il y avait à l'époque, mais finalement ils ont voulu éviter toute problématique, sachant qu'ils en ont quand même un petit peu eu évidemment avec certaines représentations, mais ça reste une décision qui est pragmatique, et finalement l'horreur est présente dans sa simplicité, et les ennemis qu'il représente se suffisent en eux-mêmes, et voilà, c'est une approche qui a été intelligente, pragmatique et complètement cohérente avec la proposition. Parce que de cette simplicité, on a une lecture très manichéenne. Il y a Blazkowicz, donc notre perso principal, qui est le héros américain libérateur, face à l'horreur absolue, si je puis dire, et dans ce théâtre de château souterrain, tout y est. C'est loin d'être naïf, à mon sens, c'est suffisant. C'est la force de la dramaturge, c'est la force dramaturgique presque du jeu, où cette violence totalement décomplexée est simple finalement, et fonctionne très bien. Donc passons davantage, et presque pour terminer sur la partie gameplay. Donc je l'ai dit, au cœur de Wolfenstein 3D, il y a ce moteur ID Tech 0, qui est vraiment la première pierre angulaire de tout l'empire de John Carmack après. Parce qu'on l'a dit, c'est le commencement finalement Wolfenstein 3D. Donc le recasting, j'en ai parlé, édité de Catacomb 3D, qui transforme radicalement l'expérience de jeu. Donc on passe, contrairement aux jeux 2D qui dominaient le marché à l'époque, là on est sur de la tridimensionnalité, si je puis dire, très fluide, très rapide, très immersive. Et ce que permet ce moteur qui est assez fou, c'est presque d'une grande élégance pour l'époque, une élégance pixelisée si on peut dire. C'est que pour chaque colonne verticale de l'écran, donc 320 en mode VGA, c'est un peu technique, peut-être pas très intéressant, mais vous comprendrez rapidement, le moteur lance un rayon depuis la position du joueur jusqu'à rencontrer un mur. Et la distance calculée détermine la hauteur apparente du mur, créant une illusion de profondeur. Tout simple, je vais l'expliquer de façon encore plus claire. Plus on s'approche, plus le mur grandit. Voilà, pour faire court. Et c'est une méthode qui est très peu coûteuse en termes de ressources, par rapport par exemple au ray tracing moderne, si on peut dire. Et en plus, elle est plutôt saisissante, innovante et immersive pour l'époque. Et tout, du coup, l'innovation de Carmack est autour de cet exemple qui est pour illustrer. C'est qu'on arrive du coup à un jeu ultra optimisé. Il tire parti de chaque cycle des processeurs disponibles de l'époque, si on peut dire, et la 3D en temps réel des machines, où la concurrence peine à afficher des scripts 2D convenables. Et donc toute la simplicité dans cette innovation de Carmack réside en fait dans l'optimisation. C'est ça qu'il a réussi à faire pour avoir un rendu 3D en temps réel ultra efficace, là où la concurrence peine à afficher des sprites en 2D convenables. Là, on a une prouesse technique ultra chiadée, si je puis dire, et pardonnez-moi l'expression, mais c'est propre, c'est clean, ça fonctionne parfaitement. Autre élément différenciant qui a créé le joueur, le fast FPS, moi c'est mon style de FPS préféré,
Euh, je cite un speed is king. Donc, cette philosophie de Roméo transforme le jeu d'action vraiment. Alors que les titres PC, je le disais, privilégient plutôt l'aspect complexe, stratégique, posé. Bah là, on est dans une simplicité instinctive. 4 touches directionnelles, une pour tirer, une pour courir. Et go, quoi. En fait, j'ai tout dit. La progression est plutôt linéaire. Il y a 10 niveaux par épisode. Donc, on a vu 6 épisodes, un boss final. Ça emprunte pas mal de composantes au jeu d'arcade, hein, finalement, plutôt qu'au RPG complexe. Et chaque niveau se résume à un labyrinthe dont il faut trouver la sortie. Labyrinthe parsemé évidemment d'ennemis, de secrets et de trésors. Cette architecture très simple, mais très efficace, devient le template finalement des FPS modernes. Alors, évidemment, j'ai pris mon temps pour le citer, mais Doom, qui est un de mes jeux de cœur aussi. Et je l'ai dit, au travers des secrets, des trésors. Bah oui, en fait, dans Wolfenstein 3D, on va appuyer sur la touche action dès qu'on va croiser un mur pour essayer de trouver un passage secret nous menant vers une nouvelle arme, un nouveau trésor. Et ça, c'était extrêmement grisant pour l'époque. Moi, c'est un élément très fort dans le game design qui m'a beaucoup plu. Là aussi, c'est une touche de révolution et d'innovation. Et aussi, l'arsenal involontairement restreint privilégie la montée en puissance du personnage. Donc, on passe du couteau au pistolet, à la mitraillette et à la sulfateuse. Donc chaque arme possède ses situations tactiques, mais aucune ne nécessite une manipulation complexe ou autre. Enfin, on appuie, on tire, c'est simple comme bonjour. Donc le joueur peut se concentrer sur l'essentiel, le mouvement. Vraiment, c'est un jeu de mouvement et un jeu de tir. Petite parenthèse sur le modèle shareware, donc un modèle de distribution révolutionnaire pour l'époque, mais qui a constitué un énorme succès commercial et qui a permis l'expansion de plein de jeux sur PC. Donc Scott Miller d'Apogee Software révolutionne donc cette distribution PC avec son modèle Apogee, comme il l'appelle, contrairement au shareware traditionnel qui proposait un jeu complet en espérant un paiement volontaire, parce que c'était ça de base, on vous donne le jeu et allez-y payer. Apogee ne distribue gratuitement que le premier niveau. Une approche transformant l'essai gratuit en une stratégie commerciale. Donc c'est l'ancêtre de la démo aussi. Hein. Donc pour Wolfenstein 3D, seuls les 3 premiers niveaux circulaient. Donc les 3 premiers niveaux du premier épisode sur 3 qui circulaient librement, et les joueurs conquis devaient commander les épisodes suivants par courrier, créant un lien direct avec les développeurs et les joueurs. C'était assez rigolo. Ça, c'est l'exemple aux États-Unis. Mais tout de même, ce modèle génère $100 000 dès le premier mois, démontrant la fiabilité du modèle. L'impact dépasse le simple succès commercial. Le shareware transforme vraiment la relation à la propriété intellectuelle dans le jeu vidéo à cette époque. Les joueurs deviennent vraiment des ambassadeurs actifs, copiant et distribuant même les premiers épisodes, créant un effet viral énorme avant l'heure. C'est un peu la démocratisation, comme je disais, du free-to-play ou du modèle de démo. Et en ça, c'est un autre héritage culturel et historique de cette époque et de Wolfenstein 3D. Et comme on est dans l'héritage, et oui, le Doom-like, on l'a appelé Doom-like, hein, ce style de jeu de fast FPS dans des niveaux avec une entrée, une sortie et des ennemis un peu partout. Wolfenstein 3D a posé les bases de ces mécaniques. Donc l'expression Doom-like, hein, qui dominera les années 90, trouve évidemment ses racines dans les innovations qu'ont portées Wolfenstein. Tous les shooters suivants, de Blackstone, Duke Nukem 3D, il faudra que je vous en parle, j'adore, se définissent par ce rapport à cet archétype. Et le moteur ID Tech 9 connaît une descendance technique. ID Software le licence à de nombreux développeurs, générant aussi des revenus supplémentaires. Et les techniques développées par Carmack, notamment dans l'optimisation, influent les moteurs 3D contemporains qu'on connaît aujourd'hui.
Et la publication d'ailleurs du code source en 95 démocratise l'apprentissage de la programmation 3D sur des générations de développeurs qui étudient justement les algorithmes de Carmack et son influence technique. Donc cette philosophie, en plus du partage, révolutionne vraiment l'époque et l'open source moderne. Donc on voit à quel point ils étaient pionniers dans tout ce qu'ils faisaient. Ces équipes-là, ils ont le shareware, les démos, l'open source, le fast FPS, l'optimisation de la 3D. Tout ça, c'est en partie grâce à Wolfenstein 3D. Néanmoins, tout n'est évidemment pas rose. Wolfenstein 3D a des contraintes techniques, évidemment. Le moteur révolutionnaire en 92, d'accord, mais montre rapidement des limites. On ne peut pas regarder en haut, on ne peut pas regarder en bas. Les murs sont obligatoirement perpendiculaires. L'absence de texture au sol et au plafond. Doom, un an plus tard, corrige une bonne partie de ses défauts avec l'ID Tech 1. Mais voilà, beaucoup de choses persistent. Wolfenstein 3D, c'est des IA d'ennemis ultra basiques et limités qui se résument à des patterns de patrouille, des attaques frontales. Les niveaux générés avec des outils rudimentaires manquent un peu, faut le dire, de cohérence architecturale et d'un côté organique. Mais pour 92, ces limitations, tant c'était innovant, révolutionnaire, sont acceptables en 92, mais avec les évolutions d'après, Doom, Doom 1, Doom 2, etc., Duke Nukem, oui, Wolfenstein 3D paraît ultra archaïque comme un brouillon de ces jeux-là, mais sans lui, il n'existerait certainement pas. Mais ce que je vais vous dire, et c'est presque la conclusion, c'est que c'est aussi un des points forts de Wolfenstein, parce que cette pureté énorme, formelle presque, du jeu, qui est d'ailleurs reprise dans les boomer shooters. Vous allez sur Steam, c'est une page qui existe, les boomer shooters, donc les FPS de l'époque, par leur simplicité esthétique, leur simplicité assumée en termes de gameplay, de game design. Et en fait, c'est un parti pris artistique. C'est un jeu qui prône le plaisir avant tout, le plaisir immédiat de l'action, vraiment avec une esthétique à l'os, avec un gameplay à l'os, si je puis dire, instantané. Et en fait, ça c'est génial, ça renvoie au côté ludique du jeu vidéo et dans sa plus simple expression. Et donc finalement, Wolfenstein 3D, c'est ça, c'est l'héritage qu'il nous offre pour tout ce que j'ai cité, les fondations du FPS moderne, de Call of Duty par exemple, tous ces jeux contemporains existent grâce à Wolfenstein 3D. La 3D en elle-même a progressé grâce à Carmack et ce jeu. Et en plus, la plus belle conclusion que je peux offrir à ce Wolfenstein 3D, c'est que son essence perdure encore aujourd'hui, ou je dirais même son langage perdure toujours. Si on prend un Doom Eternal ou Counter-Strike, on retrouve ces éléments de fast FPS, on retrouve ces éléments de simplicité, ces éléments d'orientation uniquement basés sur le gameplay. Et donc Wolfenstein 3D est l'ancêtre de tout ça. Il a apporté ça dans le monde du jeu vidéo. C'est un monument, on peut le dire, chef-d'œuvre du jeu vidéo, pas pour ce qu'il est aujourd'hui, mais pour ce qu'il représente dans l'histoire du jeu vidéo. Sa bande son, j'insiste, mais je l'aime par-dessus tout. Et oui, c'est l'art de l'épurement. 4 touches, quelques armes, des ennemis clairement identifiés, des niveaux clairs, labyrinthiques certes, mais judicieusement disposés. Wolfenstein 3D, c'est un de mes plus grands souvenirs de joueur. J'aime encore y retourner. Donc c'est bien plus qu'un jeu pour moi. C'est une encyclopédie du jeu vidéo quand on y s'y intéresse, et j'espère avoir pu du coup partager avec vous cet amour pour ce jeu, pour ce moment de jeu vidéo, surtout d'histoire. Et s'il y a d'autres fans de Wolfenstein 3D parmi vous et parmi nous, petit commentaire sur Spotify maintenant qu'on peut le faire, sachant que cette chronique est terminée. Donc n'hésitez pas aussi évidemment à nous dire ce que vous pensez de ces formats un peu plus courts. Bon, ça a déjà duré 20 minutes, j'en suis à
à plus de 30, mais bon, là, c'est la passion qui parle. L'important, c'était de tester tout ce que je vous ai dit. Big up évidemment à notre cher Kira qui profite joyeusement de sa petite pause estivale en ce moment sur Mafia. Big up à vous tous, chers auditeurs, sans qui la taverne n'existerait pas. Vous savez toute la reconnaissance que l'on vous porte pour ça. Et je vous dis à très vite en espérant que la partie technique a suivi. Parce que voilà, c'était un test technique à grandeur nature et un test éditorial. Donc merci de votre attention. J'ai adoré parler de ce jeu et de ce moment d'histoire. Donc on se dit à très vite. Ciao.